Donc Pierre Klein, je suis actuellement président de l'Initiative citoyenne alsacienne. Je suis aussi président de la Fédération Alsace bilingue qui regroupe à l'heure actuelle 12 associations qui travaillent à la défense et à la promotion de la langue et de la culture régionale d'Alsace. Je suis aussi membre du comité de culture et bilinguisme, membre du comité des écoles associatives ABCM Zweisprachigkeit, donc qui gère à l'heure actuelle 11 écoles à travers l'Alsace et qui scolarisent quelques 1200 enfants dans la filière bilingue français-allemand. À ce titre, je vous ai amené des revues, la revue Land-Deutsch-Pro, les cahiers du bilinguisme. Ça, c'est une revue qui est éditée depuis 46 ans. Ce numéro a pour thème principal l'Alémanie. Donc, dans chaque numéro, il y a un thème particulier. La fois précédente, c'était identité et Église. J'ai aussi amené le projet politique global pour l'Alsace que l'Initiative citoyenne alsacienne a élaboré. Donc, c'est un travail sur un an et qui fait le tour complet de la problématique alsacienne et évidemment européenne aussi, puisque l'un ne va pas sans l'autre. On m'a demandé de parler ce soir de 4 points, à savoir le Conseil culturel d'Alsace, l'appel de l'ICA pour que l'Alsace retrouve une institution politique propre, le rapport du Congrès des pouvoirs locaux sur le non-respect de la charte de l'autonomie locale par la France, et les dernières rencontres de Strasbourg des langues régionales et minoritaires d'Europe que j'ai organisées récemment. Alors, je voudrais commencer par dire, parce que j'ai inscrit toute ma philosophie politique dans les principes chers à Jürgen Habermas d'union dans la diversité, de post-nationalisme, que je peux dire, c'est parce que je suis européen que je suis alsacien, et parce que je suis alsacien, je suis européen. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, le Conseil culturel d'Alsace. Alors, c'est une revendication très ancienne qui remonte aux années 70. Nous avons toujours considéré que l'Alsace devrait avoir une instance politique dans laquelle on discute de la culture alsacienne et aussi de l'identité alsacienne, et une instance de consultation et de proposition, à l'instar de ce qu'était le César et de ce qu'est un Césaire. Un Césaire, donc, consacré à la culture. Ça ne s'est jamais fait, malgré l'insistance, le renouvellement de la revendication, et j'ai considéré qu'il y avait une fenêtre de tir au moment où l'on supprimait le Conseil régional d'Alsace. Je me suis dit, tiens, là, peut-être que l'idée avancera de considérer que l'Alsace a quand même besoin d'un lieu où l'on parle Alsace. Parce que nous avons d'emblée été contre la fusion, pour X raisons que je ne vais pas développer ici. Et donc, j'ai rencontré à plusieurs reprises le président Richert. On me l'a reproché. Mais je me suis dit, bon, si lui il le veut, moi je le veux aussi. Donc, autant qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. On me l'a reproché parce qu'on m'a dit, je donne l'occasion à Richert de se donner encore une image alsacienne, alors que, pour ceux qui me faisaient ce reproche, Richert était un traître qui vendait l'Alsace. Bien. Donc je l'ai rencontré à plusieurs reprises, je lui ai soumis un modèle de conseil culturel d'Alsace, un modèle de statut. Je me suis d'ailleurs beaucoup inspiré du Conseil culturel de Bretagne. J'ai fait venir le vice-président du Conseil culturel de Bretagne qui nous a fait une conférence. Voilà. Donc ce Conseil culturel d'Alsace est créé, il va être mis en place progressivement. Il a tenu, il y a un mois à peu près, sa première assemblée générale. Et
nous avions la semaine dernière les premières commissions. Le Conseil culturel sera composé de 4 commissions, une commission politique linguistique, une commission culture, une commission transfrontalier et une commission patrimoine, tourisme, sport. J'avais fait une proposition de 50 membres, mais Richard est allé au-delà. À l'heure actuelle, il y a 74 membres. Donc, le Conseil culturel d'Alsace se compose de 2 collèges. Le collège 1, c'est le collège des institutions et associations, c'est-à-dire de personnalités morales, et le collège 2, c'est le collège de personnalités qualifiées. Alors, le collège 1 est composé de 5 sous-collèges. Il y a le sous-collège 1, langue régionale et ou minoritaire. Il y a le sous-collège 2, création pratique et diffusion artistique et culturelle. Il y a le sous-collège 3, patrimoine et territoire. Il y a le sous-collège 4, université et acteurs de la recherche. Et le sous-collège 5, territoire et économie. Et enfin, donc, le collège 2, qui lui est composé de personnalités qualifiées. Le collège 1, ce sont des groupements, des associations, des institutions. Par exemple, la chambre de commerce. Voilà. Alors que dans le collège 2, ce sont des individus. Alors, l'objectif du Conseil culturel, c'est à la fois d'être un lieu où l'on parle d'Alsace, c'est un lieu où l'on va faire des propositions, c'est un organe de consultation aussi du Conseil régional. Moi, dans la proposition que j'avais faite à Richard, ce Conseil culturel d'Alsace devait être une émanation du Conseil régional. Il devrait dépendre directement, avoir un lien organique, dépendre directement du Conseil régional. Ça ne s'est pas fait comme ça. Le Conseil culturel d'Alsace a été constitué sous la forme d'association. Mais à la dernière réunion où Richard était présent, j'ai quand même réussi à obtenir que les membres soient nommés par le président du Conseil régional, ce qui crée quand même un lien. Ce n'est qu'un organe consultatif et il n'a pas de finances. Tous les acteurs, tous les membres sont des bénévoles. Richard a mis en place un budget de 50 000 € sur 2 ans pour des frais de fonctionnement et de communication, c'est tout. Voilà. Le problème alsacien numéro 1, c'est que jamais les Alsaciens n'ont eu l'occasion de faire ensemble un travail sur leur histoire et leur culture. Ce conseil culturel leur donnera peut-être l'occasion de faire ça, c'est-à-dire de se mettre tous autour d'une table et de réfléchir à ce qu'ils sont et à ce qu'ils veulent devenir. Parce que chaque Alsacien a sa propre vision des choses, sa propre vision de l'Alsace, mais les Alsaciens ne partagent rien. Pourquoi? Tout simplement parce que l'histoire et la culture d'Alsace n'ont jamais été enseignées dans les écoles d'Alsace. Tous les Français partagent une certaine histoire de France, parce qu'ils ont tous subi, je veux dire, entre guillemets, un enseignement de l'histoire de France. Mais les Alsaciens ne partagent rien en ce qui concerne l'histoire de l'Alsace et de sa culture. C'est pour ça qu'on entend le tout et son contraire. À commencer par 1911. 1911, bon, c'est vrai que l'Allemagne est souvent présentée sous une mauvaise image en Alsace. J'aime à dire que les Alsaciens ont les mêmes problèmes que les Bretons, les Basques, les Corses, les Occidents, etc. Mais nous avons un problème en plus, c'est l'anti-germanisme français. Et cet anti-germanisme français, il est tourné contre nous-mêmes en Alsace. Enfin, nous militons en tout cas pour un enseignement généralisé de l'histoire et de la culture d'Alsace, pour que les Alsaciens aient au moins des notions de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent déterminer, ce qu'ils veulent
devenir quel Alsacien c'est autour de cette table que le premier poème de la littérature allemande a été composé ici en Alsace, à Wissembourg. Quel Alsacien sait que la première fois où la langue allemande a été utilisée comme langue administrative dans l'ensemble germanophone, ça s'est passé à Lautenbach en 1252, et 5 ans après à Strasbourg. Qui sait que la première messe lue en langue allemande en Europe, ça s'est passé à Strasbourg en 1524 dans la chapelle Saint-Laurent de la cathédrale. Qui sait que le premier journal en Europe, le premier journal jamais édité, de surcroît en langue allemande, ça s'est fait à Strasbourg en 1604. Voilà. Le premier roman de la littérature allemande, c'est un colmarien, Georg Beckram, qui l'a écrit, Der Goldfaden. Si on veut dominer, moi je ne parle pas de peuple alsacien, mais si on veut dominer une population, on la prive de son histoire. Et après, on en fait ce qu'on en veut. Et c'est parce que les Européens ne connaissent pas l'histoire de l'Europe qu'ils sont de si mauvais Européens. Ils ne partagent rien, les Européens. Ils n'ont pas travaillé ensemble l'histoire de l'Europe. Le livre d'histoire de l'Europe dans les écoles d'Europe, il reste à écrire. Voilà. Quand je dis que Europe et Alsace, c'est la même chose, on y est. Bien, donc le second point, l'initiative citoyenne alsacienne, ICA, donc, a pris l'initiative de lancer un appel pour que l'Alsace retrouve une institution politique propre. Alors vous me dites, mais vous êtes fous. On est en train de construire la grande région, le Grand Est, ça se met en place progressivement. Entre parenthèses, ça coûte d'ailleurs une fortune, cette affaire-là. Le conseil régional d'Alsace a été transformé, il accueillait jusqu'à présent 48 conseillers, il a été agrandi pour pouvoir accueillir 169 conseillers. On a fait la même chose à Metz. Et au total, les conseillers régionaux ne se réuniront plus à Strasbourg, mais à Metz. Sur France 2, au journal télévisé, une séquence sur le conseil régional de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Il y a un conseiller régional un peu critique, qui s'exprimait et qui me disait, mais moi, chaque fois que je me déplace, et Dieu sait que je dois me déplacer, dans cette immense région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, ça coûte à la collectivité 500 €. Parce qu'on lui paye le trajet, on lui paye l'hôtel, parce que c'est tellement loin qu'il va à l'hôtel pour pouvoir être dispo le matin à 8 h. Voilà. Et personne n'a encore réussi à me prouver l'utilité de la chose. Mais tu penses qu'on peut revenir en arrière? Oui. Je veux donner un exemple. Nous avons été, en 2013, nous avons appelé à voter oui au référendum de 2013. Nous avons d'ailleurs organisé une grande réunion avec Richert. Et nous pensions que ce référendum allait passer. Et s'il était passé, on ne se retrouverait pas dans la situation où nous nous trouvons. Pourquoi n'est-il pas passé? Il n'est pas passé parce que les Alsaciens ont globalement dit non à ce référendum. Globalement, les Alsaciens ont voté à 54% oui à ce référendum. Le problème, c'est que nos propres élus ont mis des handicaps. C'était des courses à handicap. Ils ont placé des handicaps. Nos propres élus, il fallait d'une part avoir 50% dans chacun des 2 départements et 25% des inscrits dans chacun des départements. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, l'échec est essentiellement dû à la mésentente de la classe politique alsacienne. Richert et Büttner se seraient donné du poison. Moi, j'ai rencontré Büttner à plusieurs reprises. Chaque fois que je parlais de Richert, je le voyais blêmir. À ce point-là, hein. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est Gilbert Meyer.
a fait circuler l'idée qu'on allait supprimer son département et qu'il allait perdre la préfecture, qu'il allait perdre le tribunal. Il n'a jamais été question à ce moment-là de supprimer le département en tant que circonscription administrative. C'est le Conseil général du Haut-Rhin qui devait fusionner avec le Conseil général du Bas-Rhin. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Donc on s'est fait couillonner, comme on dit dans le sud de la France. Pourquoi est-ce que nous avons lancé un appel pour que l'Alsace retrouve une institution politique propre? Évidemment parce que une institution politique propre, c'est tout à fait justifié dans une région qui a des caractéristiques particulières. Il est tout à fait souhaitable que nous puissions gérer nous-mêmes ces caractéristiques particulières, tout en gérant avec les autres ce qui est commun, mais ce qui nous est particulier, on devrait pouvoir le gérer nous-mêmes. Et nous avons pris l'exemple de la Corse. Alors, nos amis corses nous montrent le chemin. Les Corses, il y a 5 ans, ont voté non à un référendum. Et tout le peuple a voté non, pas comme en Alsace. Néanmoins, la classe politique corse ne s'est pas satisfaite de ce vote. Et elle a travaillé la question et elle a obtenu du gouvernement que dans le cadre de la loi, cette fois-ci, non pas d'un référendum, mais dans le cadre de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, que la Corse obtienne à partir de l'an prochain un conseil de Corse. Donc on va fusionner en Corse l'an prochain le conseil départemental de Haute-Corse, le conseil départemental de Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour faire de tout ça le conseil de Corse. Alors si les Corses y arrivent, on devrait pouvoir y arriver. La France, elle, c'est une démocratie. Et ce qui n'est pas demandé n'est pas obtenu. Donc il nous faut, nous, pousser notre classe politique alsacienne pour qu'elle fasse le boulot. Et c'est pour ça que nous avons lancé cet appel, et nous avons à l'heure actuelle plus de 5000 signatures déjà. C'est beaucoup, mais c'est de loin pas suffisant. La classe politique ne bouge pas beaucoup sur ce sujet-là, on comprend. Il y a juste Laurent Fürst, le député de Molsheim, qui a signé cet appel, et Eric Straumann, le député de Colmar, qui n'a pas encore signé, mais qui nous est proche. Si vous voulez signer cet appel, si vous ne l'avez pas encore signé, je vous ai amené les documents. L'institution politique propre que nous souhaitons, ça peut prendre différentes dimensions. Ça peut être la fusion des 2 départements, par exemple, tout en restant dans le cadre du Grand Est. Nous, dans le projet politique, nous avons pris l'exemple du Sud-Tyrol. Le Sud-Tyrol, vous savez, c'est une région qui a été rattachée à l'Italie en 1918, alors que cette région n'avait jamais fait partie de l'Italie. Et donc, en Italie, il existe la région du Trentin-Haut Adige. Et à l'intérieur de cette région Trentin-Haut Adige, il existe une province du Sud-Tyrol. Donc, on pourrait concevoir une province d'Alsace dans le cadre du Grand Est. Voilà, ça c'est une possibilité. Une autre possibilité, ça serait de transformer le Grand Est en une fédération des anciennes régions. Pourquoi pas? Une autre possibilité, ce serait purement et simplement de quitter le Grand Est et de revenir en arrière à ce qu'on était avant. Et puis la dernière, celle que nous préférons, ce serait de sortir du Grand Est et de créer une véritable région avec des pouvoirs propres à la région, à l'image de ce qui se fait à 5 km, où le Land dispose voilà, de pouvoirs conséquents. Nous n'avons jamais dit que nous sommes des autonomistes. Prenez le Bade-Wurtemberg. Je n'ai jamais entendu parler d'autonomistes au Bade-Wurtemberg. Néanmoins, ils ont des pouvoirs dont nous rêvons. Prenez un canton suisse, je n'ai pas entendu parler d'autonomistes à Basel-Stadt ou à Basel-Land. Néanmoins, ils ont ce que j'appelle, moi, le développement de la démocratie. C'est un autre développement de la démocratie, et c'est ça que nous souhaitons. Pourquoi est-ce que la France serait ad vitam aeternam
sur le même modèle centralisateur. Bon, déjà, c'est Pflimlin qui a mis en place les régions. Peut-être que si Pflimlin vivait encore, il n'aurait pas marché dans cette combine-là. Hein. C'est lui qui a créé la région Alsace à l'époque. Il y a eu des à-coups au niveau de la décentralisation. D'ailleurs, la décentralisation française est beaucoup plus une déconcentration qu'une véritable décentralisation, puisque jamais les régions de France n'ont eu un pouvoir normatif. Le Conseil régional d'Alsace, tout comme le département du Bas-Rhin, par exemple, ce sont de simples instances d'exécution de directives de l'État. Ce sont des chargés de mission que l'État leur confie, mais elles n'ont aucun esprit d'initiative. Voilà. Et c'est ça qui construit un véritable handicap français. Parce qu'on étouffe les énergies. Pour la grande région du Rhin supérieur, ce sera dans 100 ans, quoi. Nous disons, nous, Alsaciens, nous avons vocation à vivre à 360 degrés. Nous devons pouvoir vivre à 360 degrés. Nous ne disons pas que les Champenois, les Ardennais soient contre nos particularismes, mais ils sont indifférents. Or, le Grand Est complique considérablement les choses. Moi, j'avais pour partenaire Richert, et je disais à Richert, voilà, il me faut 300 000 euros pour faire tourner mes écoles associatives bilingues. Et Richert les donnait. Bon, Richert, il est élu, mais il ne sera pas élu toujours. Et on aura affaire à un gars de Charleville, voilà, qui, c'est pas son truc. Donc, il y a péril à la demeure. Comme il y a péril à la demeure pour le Concordat, le régime local d'assurance maladie est aussi menacé. Donc, lors de sa 30e session à Strasbourg, du 22 au 24 mars, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe a adopté un rapport de 63 pages sur la démocratie locale et régionale en France. Il se trouve que la France a signé d'abord et ratifié 20 ans après la Charte européenne de l'autonomie locale. Et l'article 5 de cette Charte européenne de l'autonomie locale prévoit que si l'on change le contour, le périmètre d'une collectivité territoriale, que ce soit un département, une commune, une région, que les instances concernées soient consultées. 86% des Alsaciens sont ou étaient opposés à la fusion. 97% des élus des conseils régionaux d'Alsace, des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, se sont prononcés dans leur délibération contre la fusion. Ils se sont auto-saisis du sujet. Ils ont fait une délibération. L'État ne leur a pas demandé de s'exprimer. Ce sont ces collectivités qui se sont auto-saisies. Et donc 97% des élus régionaux et départementaux se sont exprimés contre. 270 communes, soit un tiers des villages alsaciens, ont adopté une motion demandant à ce que l'Alsace soit maintenue dans son périmètre. Le Sénat a rejeté par 2 fois la carte qui faisait disparaître l'Alsace. Aucun député ou sénateur alsacien n'a voté en faveur de cette fusion. Près de 117 000 Alsaciens, soit 9% des électeurs, ont signé en 2 mois une pétition papier pour un référendum, un résultat inédit en France. Nous en sommes donc arrivés au point où des associations et des personnalités ont saisi le Conseil de l'Europe pour que le Conseil de l'Europe engage une analyse de la démocratie française, ce qu'il n'avait jamais fait. Donc, ça a au moins servi à ça. Donc, la charte de l'autonomie locale prévoit dans son article 5 que si l'on modifie le périmètre des collectivités territoriales, régions, départements, communes, il faut que l'État demande expressément à ces collectivités de s'exprimer sur la modification envisagée. Or, cette consultation n'a pas été faite. L'État n'a pas consulté
le Conseil régional d'Alsace pour savoir si le Conseil régional d'Alsace était d'accord avec sa suppression. Le Conseil de l'Europe attaque la France pour non-respect de son engagement. À partir du moment où la France signe et ratifie un texte international, elle doit s'y tenir. Il en va de l'image de la France en Europe. Il en va, dans cette opération, de l'image de Strasbourg en Europe. Parce que tout ça, ça a des résonances immenses à travers toute l'Europe. On entend de plus en plus parler d'arrogance française. Et la France, elle se tape sur les cuisses. Elle a fait sa réforme, elle a demandé l'avis de personne. À l'Élysée, sur le coin d'une table, quelqu'un a pris un crayon et a tracé des limites. Voilà, c'est le fait du prince. Et ça me fait dire que la France est finalement une république partisane. Ce sont les partis qui font la politique. Imaginons que Richert ait démissionné. Pas d'accord avec la fusion, il démissionne. Tout le conseil régional d'Alsace démissionne. Pas d'accord avec la fusion. Qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu des réélections, ils auraient été élus à 90%. D'abord, tout le monde a semblé être contre. Il y a eu un grand rassemblement le 10 octobre 2014, place de Bordeaux. Le peuple était contre la fusion. Les élus d'Alsace étaient contre la fusion. Le Sénat était contre la fusion. Et néanmoins, ça s'est fait. Acté. Mais néanmoins, si le conseil régional avait démissionné, il aurait été réélu et on n'aurait pas pu faire la fusion. Oui, si les élus avaient démissionné, ça aurait fait un esclandre. Ça aurait tout changé. Ça aurait tout changé. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on est dans la dictature de la majorité? Le Conseil de l'Europe condamne la France, mais le Conseil de l'Europe, c'est un géant au pied d'argile. Voilà, la France est condamnée, puis on s'en tient là. La Charte européenne des pouvoirs locaux, c'est un texte normatif clé du Conseil de l'Europe, à l'origine de la démocratie pluraliste et des droits de l'homme. Alors la Charte est un texte dans le domaine de la démocratie qui a autant de valeur que la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte européenne de l'autonomie locale. Il fallait la signer et la ratifier dans l'année. Disons l'importance politique de ce texte. Voilà. Moi, ce que je regrette dans cette affaire, c'est que la classe politique strasbourgeoise, elle n'arrête pas de faire des gorges pleines de Strasbourg, capitale de la démocratie, mais là, il fallait prendre position. Je suis aussi président de la Fédération Alsace Bilingue, qui regroupe 12 associations. Et dans ce cadre-là, cette année, pour la deuxième fois, j'ai organisé les rencontres de Strasbourg. Et dans le cadre, s'est tenu l'année dernière et cette année un colloque sur les langues régionales ou minoritaires d'Europe. Le premier objectif du colloque était de présenter ce qui se fait en Europe en matière de langues régionales ou minoritaires, notamment de leur enseignement dans le secondaire et en matière d'enseignement des histoires et cultures dites régionales. Un second objectif, et c'est ça le plus important, et c'est là jusqu'à présent où on a reçu l'assentiment du maire, un second objectif était de marquer le début d'un investissement au niveau européen de la ville de Strasbourg, capitale européenne dans le domaine des langues et cultures régionales ou minoritaires. Le colloque se veut ainsi d'être le point de départ du devenir de Strasbourg en tant que lieu d'Europe, où ces langues et cultures trouvent une résonance et une résidence, rencontre annuelle puis permanente, une façon pour elle de prendre à son compte le très européen concept de l'union dans la diversité et d'en être un des porte-parole. Cette année, le colloque s'est tenu au Conseil de l'Europe. Cette année, nous avions des contributions. Nous avions la Russie, nous avions la Norvège, nous avions l'Irlande. La France, au niveau des langues
régional ou minoritaire est un pays de non-droit. Il n'y a aucune loi. Il y avait une loi en 1952 appelée loi d'Exxon, mais elle a été suspendue. Et donc, il n'y a aucune loi qui traite des langues régionales ou minoritaires de France. La France n'a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le gouvernement Jospin l'avait signée. Et juste 6 mois après, Chirac, alors président de la République, avait saisi le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel qui, à eux deux, se sont exprimés contre la ratification. La charte, elle est anticonstitutionnelle parce que le peuple français, c'est dans le texte, repose sur l'unicité de la langue, de l'histoire, de la culture et du territoire. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, tenez-vous bien, il a défini la nation française comme une ethnie. Qu'est-ce que c'est qu'une ethnie? Une ethnie, c'est une population qui se fonde, dont l'identité se fonde sur des données objectives, à savoir l'unique langue, l'unique histoire, l'unique culture, l'unique territoire. C'est ça une ethnie. Et le Conseil constitutionnel, foutant en l'air tout ce qui s'est passé en 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, moment fondateur, moment symbolique de l'histoire de France, où la France invente la nation subjective, celle qui repose sur le sentiment d'appartenance et la volonté d'agir ensemble. Et il y a 2 ans, 3 ans, le Conseil constitutionnel fout tout ça en l'air. Il se trouve que la déclaration de 1789, c'est un coup de génie. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne fait référence à aucune langue et à aucune culture. Elle s'adresse à l'homme dans toute sa dimension. Mais 1793, 1794, voilà, terreur, dictature, Robespierre. Et tout ça est jeté aux orties. Et à partir de là, on s'évertue en France à construire une ethnie. Et on a interdit, moi j'ai été puni à l'école parce que je parlais ma langue, hein, et on a interdit, ou du moins pas promu, toutes les autres langues. Moi, je suis un militant historique. Moi, je suis entré en militance à mon retour du service militaire. Et je dis que le français soit la langue commune de tous les Français, c'est chose communément admise. Mais pourquoi est-ce que le français serait la langue unique? Pourquoi est-ce que nous, Alsaciens, devrions nous priver? Pourquoi est-ce que nous devrions nous mutiler? Parce que nous priver de la langue allemande, c'est une mutilation pour les Alsaciens. Voilà, nous nous coupons d'une partie de notre environnement et d'une partie de nous-mêmes. Pourquoi? Au nom de quoi? Celui qui m'impose à moi de ne pas parler de ma langue, c'est un nationaliste qui s'ignore. Le jacobin est un nationaliste. C'est clair. La République française pratique un national-communautarisme. À partir du moment où la France refuse de reconnaître, non seulement de reconnaître sa différence, mais aussi de la promouvoir, de la mettre à son profit, parce que pour la France, ce serait une immense richesse, hein, de mettre ça en valeur. Comparé aux autres grandes démocraties qui nous environnent, les grandes démocraties, la Turquie n'a pas ratifié non plus la Charte européenne. Bien sûr. La Grèce n'a pas ratifié non plus. L'Allemagne a été parmi les premiers pays à signer, à ratifier. Et que je sache, l'Allemagne ne s'est pas effondrée parce qu'elle a donné un peu de moyens aux Sorbes de développer leur langue et aux Frisons. Et voilà. 1536, édit de Villers-Cotterêts. Pour la première fois dans l'histoire de France, le roi impose sa langue à toutes les juridictions de France, au détriment d'ailleurs du latin, mais on verra aussi que c'est au détriment des autres chancelleries où on écrivait autre chose que le latin et le français.
On écrivait à Toulouse, on écrivait en occitan dans les chancelleries, etc., etc. Donc ça remonte, c'est un phénomène très ancien, cette coercition linguistique. Louis XIV, lorsqu'il vient à Strasbourg, il rencontre ici une population hautement civilisée. Il a traversé tout l'est de la France, de Paris à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il a vu? Un désert. S'il n'est pas passé par Reims, il n'a même pas vu une cathédrale. Et il arrive ici. Ici, nous sommes dans le cœur de civilisation, dans l'axe principal de la civilisation européenne. Toute l'Europe, elle s'est faite ici, dans la vallée du Rhin, jusqu'à Rotterdam, etc. D'Italie à Rotterdam. Il arrive ici et il y rencontre une population hautement civilisée, hautement cultivée, qui sait, pour la plupart des hommes, lire et écrire. Parce que nous sommes après la Réforme. Et que la Réforme, imposant la Bible, a demandé à ses paroissiens de savoir lire la Bible. Et le peuple alsacien, la population alsacienne, était largement scolarisée. Et donc, Louis XIV arrive ici, il veut faire la même chose que ce qu'il a fait à Perpignan, que ce qu'il a fait à Dunkerque, etc. Chaque fois que le royaume s'est agrandi, le roi a imposé sa langue aux nouvelles conquêtes. Et il a essayé de faire ça ici. Et il existe un décret royal qui impose l'obligation d'utiliser le français dans les actes publics, etc., moyennant une forte amende si ce n'est pas le cas. Mais, par la force des choses, parce que les Alsaciens lisaient et écrivaient l'allemand, et comme je le répète, étaient hautement civilisés, ils n'ont pas pu faire autrement, pendant 2 siècles, d'accepter une co-officialité entre la langue française et la langue allemande. La langue allemande, elle s'est maintenue en Alsace jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est à peu près en 1960 que les courbes se croisent et que le français prend le dessus. Le français ne devient langue d'enseignement enseignée en Alsace qu'en 1832, alors que l'allemand est enseigné en Alsace depuis le XIVe siècle. Le français ne devient langue d'enseignement qu'en 1852. Et paf, en 1870, on redevient allemand. Voilà. Et donc, toute la population est de nouveau scolarisée en langue allemande, etc. Voilà. Et tout ça, ça fait que, ça coince parfois. Ça coince parfois. En fait, notre histoire, c'est pas l'histoire de la Champagne, c'est même pas l'histoire de la Lorraine. La Lorraine, c'est une autre histoire. La Lorraine, nous, géographiquement, nous faisons partie du fossé rhénan. La Lorraine, elle fait partie du bassin, c'est l'extrémité orientale du bassin parisien, la Lorraine. Les anciens en Lorraine, ils disaient « oil » pour dire oui. Les anciens d'Alsace, ils disaient « ja » pour dire oui. La Lorraine, elle est romane. La Lorraine, sauf un petit bout, un tiers de la Moselle. Un tiers de la Moselle. Pendant la guerre de 14-18, la moitié de l'armée française ne parlait pas le français. L'enseignement ne devient obligatoire en France qu'à partir de 1883. Moi, j'ai encore connu, j'ai passé mon enfance à Aubure. Aubure, c'est le plus haut village d'Alsace. La frontière linguistique germano-romane passe au milieu du village. Le bas village est protestant et germanophone, le haut village est catholique et patoisin-vosgien. C'est-à-dire, on y parlait le roman lorrain. Et donc, moi, quand j'étais jeune étudiant, je faisais le facteur et je faisais la tournée des fermes. Moi, j'ai reconnu dans les fermes, à l'extrémité du village, des très vieux qui ne parlaient pas le français, qui ne parlaient que le roman lorrain, ce que nous appelons le Welsh. Et d'ailleurs là, j'ai une anecdote fantastique. L'administration scolaire allemande, lorsqu'elle arrive en Alsace en 1870-71, il ne faut pas confondre le Deuxième Reich avec le Troisième Reich. Ce sont des esprits éclairés qui arrivent en Alsace. Et ce sont des pédagogues
expérimentés qui arrivent en Alsace. L'enseignement est beaucoup plus répandu en Allemagne qu'en France. Ils arrivent dans les villages où l'on parle le Welsh, ces Allemands-là. Et ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on va enseigner? Qu'est-ce qu'on va enseigner? Parce qu'ils vont dire, là où il y a, dans les villages où il y a une majorité romanophone, on va commencer par le français. Et l'allemand ne sera introduit qu'après. Et là où la majorité est germanophone, on commence avec l'allemand. Ça, c'est normal. Autrement dit, les vieux d'Aubure, ceux qui allaient à l'école en 1871 à Aubure, c'est les Allemands qui leur ont appris le français. Ils ne le savaient pas, le français, en 1871. Ils n'avaient pas été à l'école. C'est pas fantastique, ça? Mais qui nous raconte des histoires comme ça, à nous, Alsaciens? Voilà de belles histoires.